Bonjour à tous, merci donc de nous rejoindre sur ce dernier webinaire dans le programme donc lié à la digitalisation, programme donc de 2022. Donc dans la continuité du webinaire de la semaine dernière qui était consacré donc aux nouvelles méthodologies digitales, nous poursuivons aujourd'hui la réflexion donc pour concevoir une formation hybride. Donc je me présente, donc je suis Sylvie Davenel du C2RP. Et donc, je suis accompagnée donc, de Philippe Lacroix qui animera ce webinaire. Alors, avant de lui laisser la parole, donc juste pour rappel, donc les missions du C2RP, nous sommes un acteur donc, dans l'écosystème de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Nous collectons les offres de formation et redistribuons sur des réseaux au réseau national. Et puis, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de missions d'information et d'accompagnement des acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi, voilà, en mettant en place donc, des webinaires aujourd'hui qui sont surtout axés sur la digitalisation. Alors, par commodité, donc, vous avez le support, donc vous pouvez le télécharger en bas à droite. Vous avez l'onglet questions pour interagir avec nous, pour poser vos questions. N'hésitez surtout pas tout au long de ce webinaire. Philippe est assez attentif à vos questions. Si jamais vous ne l'étiez pas, je prendrai le relais. Donc, n'hésitez pas et ne vous inquiétez pas. Donc, le support, vous l'avez à disposition. Les replays seront accessibles en décembre sur notre chaîne YouTube. Voilà, je laisse la parole à Philippe pour ce webinaire sur la conception d'une formation hybride. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être à nouveau avec vous pour ce dernier webinaire. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ça sera la dernière. Et pour les autres, c'est dans la continuité, comme Sylvie l'a dit, de ce qu'on a vu précédemment. Aujourd'hui, on va essayer de clore ce petit chapitre de tout ce qu'on a vu concernant la digitalisation, l'hybridation d'une formation, la posture du formateur, les nouvelles attentes des apprenants, les réponses qu'on peut avoir à ces bouleversements, par la conception. Je vais vous donner, on a 3 quarts d'heure, donc j'ai fait un résumé de les quelques étapes et les questions à se poser quand on conçoit une formation hybride. Ça, c'est si vous voulez savoir ce que j'ai fait précédemment. Alors, je vous avais proposé une petite activité intersection, beaucoup plus simple que celle que je vous avais proposée précédemment, et du coup, elle a bien mieux fonctionné, je suis très content. Je vous avais demandé d'aller regarder quelques exemples de micro-learning, parce que je trouve que le micro-learning, c'est une bonne façon de commencer à imaginer des petits grains de formation qu'on pourrait inclure dans un parcours hybride. Là, en plus, le format des micro-learning que je vous ai proposé, c'était des vidéos, donc il y avait vraiment rien de plus simple que de cliquer sur le bouton de visionnage. Vous avez été pas mal à regarder et je vous avais demandé de me dire, intercession sur vos claps, en quoi ça vous inspirait. Et vous m'avez répondu et vous avez été très inspiré. Alors, je vous donne le retour de ce que vous m'avez dit. Pour ceux qui donc n'avaient pas eu le temps de regarder, vous retrouverez dans le support d'aujourd'hui effectivement le lien pour regarder ces quelques exemples. Alors, vous m'avez dit, j'ai trouvé que les propositions étaient plutôt enthousiastes, de faire un peu de storytelling pour capter l'attention avec une micro-vidéo en complément, avec de la distance asynchrone, effectivement renouer le lien par, même si on n'est pas encore ensemble, par une interpellation visuelle à travers les vidéos. Des petites astuces, des vidéos courtes en plusieurs points. C'est exactement comme ça qu'il faut imaginer les petites briques de micro-learning intégrées dans un parcours hybride. Donc voilà, je trouve que ça vous a donné de l'imagination et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer aujourd'hui. C'est de se projeter dans la constitution d'un parcours incluant des modalités diverses. Intégrer des petites vidéos explicatives à la fin d'un concept théorique. Alors ça reste une démarche assez traditionnelle, même si c'est les petites vidéos courtes, c'est un format rigolo. Mais c'est vrai que dire, par exemple, qu'on commence par la théorie et on finit par des exemples de mise en pratique, c'est une approche pédagogique qui est assez traditionnelle. Peut-être qu'on pourrait imaginer renverser les choses, commencer par montrer le résultat et dire comment on y arrive avec la théorie. Enfin, voilà.
utilisation de quiz ou petits jeux, enseigner les compétences techniques, création de vidéos courtes, etc. Et puis, clou du spectacle, on a eu une contribution de Yann, qui m'a pris la peine de m'écrire de façon très détaillée en quoi ça l'inspirait. Je suis très content que ça vous ait inspiré, Yann. Donc avec le scénario, même une petite vidéo qu'il pourrait utiliser avec deux sketchs. Enfin, vous voyez, voilà. Alors, euh, je suis très content que ça vous ait apporté envie d'utiliser ce format-là. Juste pour rajouter un petit complément d'information, sachez que les vidéos de micro-learning, c'est super facile à faire. Peut-être une autre fois, si on se recroise, il y a une petite méthodologie simple, 3 étapes qui permettent de se mettre tout de suite devant son téléphone et de s'enregistrer sans bafouiller, sans faire trop, sans lire, parce on sait pas très bien le faire quand on n'est pas un professionnel, un prompteur et avoir un ton un peu tiède. Voilà, donc sachez que c'est vraiment facile à faire. Et en plus, si là vous avez été inspiré, n'hésitez pas dans la conception ou la production de futurs parcours d'intégrer ce genre de petites choses. Dans l'hybridation, c'est très intéressant d'avoir cette variation de rythme. Alors voilà, ça c'est l'introduction du sujet d'aujourd'hui. On est donc à la fin, on est le 22 novembre. On est là, le cycle se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, pour ce que j'ai pu animer avec vous, oui, et les échanges qu'on a eus, même si on n'est pas ensemble, mais là encore, vous avez l'occasion avec ces petits webinaires de voir comment on peut intégrer dans un parcours. Si on avait eu l'occasion de se voir de façon plus forte en présentiel, comment est-ce qu'on peut néanmoins créer un peu de lien avec des moyens d'interaction très limités, mais on n'empêche qu'on y arrive. Voilà, donc on va essayer de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on aborde la méthodologie de conception d'une formation hybride. Trois parties, j'ai vraiment simplifié, il y a plein de choses à dire, mais on a peu de temps, donc j'ai simplifié. On va regarder quand on définit les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques, quelles conséquences ça peut avoir sur un parcours hybride. Et pareil, quelles conséquences ça peut avoir quand on conçoit le parcours au niveau des thèmes et des modalités pédagogiques qu'on veut utiliser. J'entends bien modalité pédagogique, hein, pas modalité technique. Est-ce qu'on va faire un quiz avec un outil? Est-ce qu'on va faire une vidéo, etc. Non, c'est vraiment quelle thématique on aborde dans le parcours et avec quelle modalité pédagogique on souhaite aborder ces sujets-là. Et puis la dernière étape avant la production, quand on conçoit les activités pédagogiques qui vont composer ce parcours hybride et les moyens qu'on va mettre en œuvre pour produire ces activités, quelles conséquences ça a sur le fait que ça s'intègre dans un parcours hybride. Et on va revenir un tout petit peu sur les notions que renferme l'hybridation. Je vous invite, comme l'a dit Sylvie, à utiliser le petit onglet questions pour me poser les questions au fil de l'eau, m'interrompre, dire que vous êtes d'accord, pas d'accord. Je me répète, j'aime bien les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça oblige à penser un peu différemment et voilà, et à réagir. N'hésitez pas, c'est fait pour ça et ça nous permet de rester en contact ensemble. Alors, hybrider une formation, on peut en donner plein de définitions. Voilà la mienne. C'est vraiment concevoir un dispositif qui prend de la liberté par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir en formation, prendre la liberté sur l'espace, parce qu'on n'est pas toujours ensemble, on n'est pas toujours dans les mêmes espaces d'apprentissage. Hein. Si vous n'aviez pas vu et que vous le verrez en replay en décembre, on a fait un webinaire sur ce sujet-là. Le temps, parce que là, encore une fois, comme on l'a vu, je crois il y a 2 séances précédemment, chacun va aller à son rythme, va prendre le temps qu'il faut, va mettre l'effort qui lui est personnel pour chacune des activités que vous proposez. Et puis les relations, parce qu'elles ne sont plus exclusivement mammifères et synchrones, elles peuvent être à travers des outils, en asynchrone, être présent numériquement dans une classe virtuelle ou même juste textuellement dans des échanges via des forums, des chats, etc. Donc voilà, c'est prendre beaucoup de liberté par rapport aux contraintes qu'on a habituellement, c'est donc une opportunité. Par contre, cette liberté, ça donne de l'aléatoire. En fait, la formation n'est plus qu'une succession de cas particuliers individuels de déroulement de la formation. Et tout ça en fonction des contraintes qu'on a, classiques, budget, délai, etc., mais surtout hétérogénéité des participants
comme on ne va pas être en permanence présent avec les participants, il faut tenir compte de leur autonomie possible et de leur performance, comme on l'a vu la semaine dernière, euh, leur capacité d'autodidaxie et leur capacité à se mobiliser, à s'impliquer et avoir la discipline de suivre à bon rythme le parcours. Voilà. Et surtout la culture de l'entreprise, de l'organisation. Voilà. Donc hybrider une formation, c'est tout ça. C'est un champ des possibles énorme, avec la libre place à toute l'imagination et tous les outils et les moyens pédagogiques qu'on a à disposition pour former. Voilà ce que ça peut donner, par exemple, c'est une façon de représenter tout ce qu'on peut faire dans une formation hybride. Euh, alors c'est une classification, tout n'y est pas là. On avait déjà vu dans les précédents webinaires ces différentes modalités techniques et pédagogiques où ça s'y fait. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui quand on a tout ça, quand on a toutes ces briques de Lego disponibles et qu'on conçoit un parcours hybride, qu'est-ce qu'on utilise quand, en fonction des questions qu'on se pose et d'un certain équilibre à obtenir. Il ne faut pas privilégier les gens qu'on a très envie d'accompagner parce qu'on se dit, oh là là, il faut les encadrer très fortement. À ce moment-là, vous occultez la possibilité d'avoir de la liberté, qui est un des moteurs de l'attention et l'investissement des participants. Puis il ne faut pas non plus parier que sur les gens qui ont envie de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et qui sont très autonomes. Mais il va falloir aussi tenir compte des gens qui ont besoin qui ont un peu moins peuvent moins mobiliser des capacités d'autodidaxie ou de motivation. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, Et il y a alors des avant de ça, pardon. Pardon Philippe, il y avait juste une remarque, deux questions de Yann sur Ah, je ne les ai pas vus. la FEST Ah et oui, l'EL. Voilà. je reviens en arrière. IL e-learning, ça ne tenait pas dans la bulle, j'avais mis un raccourci. Et AFEST, c'est les activités de formation en situation de travail. C'est former sur le poste de travail. Et c'est plus que cette modalité pédagogique, former en situation de travail, c'est aussi un format administratif, si on a tous les critères de mise en place d'AFEST, un accompagnant, un référent, etc. Une possibilité d'avoir une prise en charge financière de ce type de formation d'AFEST. Voilà. Alors hybrider, c'est pas empilé, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Euh, c'est plus que les définitions qu'on pouvait avoir d'une formation blended, où c'était une alternance de formation présentielle, formation distancielle, formation présentielle, formation distancielle. Je ne rentre pas sur le débat de la définition académique de ces trucs-là, c'est très personnel et émouvant, mais on a eu une première étape, je dois dire, où on a intégré des modalités pédagogiques différentes, et puis on faisait effectivement une succession de choses avec un parcours, un timing imposé et un avancement guidé. Donc hybrider, c'est un peu plus que ça. C'est plus que combiner ou enchaîner des activités avec des modalités différentes. C'est vraiment entrer dans une complexité. Comme on l'avait pu le voir, hein, vous avez les pièces d'un puzzle. En fait, les gens peuvent refaire le puzzle en prenant les pièces qu'ils veulent dans l'ordre qu'ils veulent. Alors, hybrider, c'est ça, hein, c'est donner je redis, de la liberté par rapport aux espaces, au temps et aux relations qu'on a avec les apprenants. On peut plus ou moins moduler cette liberté qu'on donne, mais dans le principe de conception d'une formation hybride, c'est ça. Donc on rentre vraiment dans quelque chose de complexe, à la fois en conception, un peu plus complexe pour les apprenants, il faut donc en tenir compte. Et tout le challenge, ça va être de maintenir une relation avec chacun des participants pour que ça ne soit pas une formation solitaire. Ça sera toujours individuel, mais pas solitaire, de former de façon hybride, et laisser suffisamment de liberté à ceux qui ont envie d'en profiter et accompagner suffisamment les gens qui sont un peu désemparés face à la liberté qu'on leur donne dans une formation hybride. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà eu l'expérience de suivre une formation hybride, c'est très satisfaisant parce que ça optimise le temps et l'effort qu'on consacre pour atteindre le résultat qui est attendu.
Et pour ceux qui n'ont pas la chance, ça peut faire un petit peu peur, mais effectivement, les premières fois où vous allez soit suivre, soit concevoir une formation hybride, ça peut paraître déroutant, mais une fois qu'on a terminé, on a compris l'intérêt de se lancer dans ce type de façon de former. Alors, on va fonctionner en 3 étapes. La première, on va voir au moment de la définition des objectifs de formation, des définitions des objectifs pédagogiques, phase par laquelle on passe, quelle que soit la formation qu'on conçoit, ce qu'on définit comme objectif de formation et objectif pédagogique, qu'est-ce que ça a comme conséquence si on place ça dans le cadre d'une formation hybride? Et c'est ces questions-là qu'on va se poser selon les 3 étapes aujourd'hui. Alors, je redonne ce sur quoi on s'était appuyé, à la fois parce que j'avais proposé et ce que vous avez enrichi, merci, avec Booclap, des différentes situations pédagogiques dans lesquelles les apprenants peuvent se retrouver. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière et pour ceux qui n'y étaient pas, je redonne, on a 2 axes qu'on croise. Est-ce qu'on est dans une pédagogie magistrale guidée ou est-ce qu'on s'appuie plutôt sur une pédagogie qui s'appuie sur l'auto-formation? Est-ce que les personnes auxquelles ça s'adresse, c'est des gens qui nécessitent de l'accompagnement, c'est une activité qui nécessite d'accompagner les personnes conformes, ou ça ne nécessite pas d'accompagnement parce que on parie sur les capacités d'autodidactie des personnes à être autonomes dans l'activité pédagogique qu'on leur donne. Alors ça nous donnait un certain nombre, c'est très contestable en fonction de la façon dont on utilise, hein, qu'on peut déplacer les choses d'une case ou une autre, mais grosso modo, ça nous donnait une classification des quelques activités, c'est pas exhaustif, des quelques activités et situations pédagogiques dans lesquelles les gens peuvent se retrouver. Euh, si on prend par exemple quelqu'un qui n'a pas beaucoup de capacité à mobiliser son dyslexie et qui aime beaucoup être encadré, guidé, et que vous le mettez dans une classe inversée, partage de bonnes pratiques, création de cadre mental, travail collaboratif, étude de cas, etc. C'est quelqu'un qui risque de ne pas être forcément à l'aise. Par contre, si vous prenez quelqu'un qui a grande capacité d'autodidactie et qui sait se débrouiller seul, lui, il va trouver ses activités intéressantes. Ce qu'il faut donc se poser comme question quand on hybride, c'est de essayer de trouver, la situation pédagogique, l'activité dans laquelle on va placer les gens qui permet d'atteindre les objectifs qu'on a, mais que ça ne soit pas trop exclusif, trop souvent dans le parcours par rapport à un type d'apprenant, puisqu'il faut que ça convienne à tout le monde. Ce qui veut dire qu'en général, quand on aborde un sujet vraiment très sensible, un point clé dans la formation, il vaut mieux le couper en deux et proposer 2 activités complémentaires qui ne soient pas de même nature pour que ça convienne aux personnalités les plus extrêmes. Donc, commencer à comprendre quand je dis qu'on rentre un peu dans la complexité. Alors, quand on en est dans la définition des objectifs, je prenais un exemple. Restez bien pour ceux qui ont fait l'exercice, dans ce qui vous a permis de proposer les petites activités que vous imaginez en micro-learning. Hein. Essayez de vous projeter par rapport au sujet que vous maîtrisez, aux thématiques que vous êtes amené à gérer au quotidien et les formations qui en découlent. Quand vous en êtes à la définition des objectifs de formation ou aux objectifs pédagogiques, j'ai donné quelques exemples ici. Objectifs de formation, amener les gens à avoir de l'autonomie, de mise en œuvre exécuter en toute sécurité. Ça, c'est vraiment un objectif de formation, c'est pas un objectif pédagogique. Et puis, les objectifs, être capable de répondre à une demande, être capable d'identifier l'anomalie ça, c'est vraiment un objectif pédagogique qui va aller au grain d'activité de formation. Mais quand on en est à définir ces objectifs de formation, ces objectifs pédagogiques, en fonction de ce qu'on veut atteindre comme objectif, qu'est-ce que ça va générer comme comportement? Qu'est-ce que ça va mobiliser comme compétences, comme particularité des gens en contexte d'hybridation? C'est-à-dire, pour résumer en opposition, en non-contexte de présentiel guidé, exclusivement. Qu'est-ce que ça va mobiliser comme compétences et comme comportement? Alors, je vais vous demander de proposer ça sur Booclap, mais pour pas sauter dans la piscine tout de suite et de passer par le petit bain, je vous donne un exemple. Dans les objectifs de formation, quand on les définit, posez-vous la question, pardon,
dans le cadre de la conception d'une formation hybride, quand on en est à la définition des objectifs de formation, posez-vous la question, ça vous aidera à passer l'étape d'après, imaginer les situations pédagogiques. Est-ce que ça mobilise des métacompétences? Est-ce que pour atteindre cet objectif de formation, on va mobiliser des métacompétences de l'apprenant? C'est-à-dire pas des compétences liées au sujet qu'on aborde, mais des compétences plus larges, plus transverses, plus globales, qui leur permet d'acquérir les compétences qu'il va devoir développer. Est-ce que ça va les obliger à analyser des choses, réfléchir par eux-mêmes, c'est-à-dire s'approprier, hein, intégrer ce que vous apprenez pour être capable de les combiner, de les étudier, de les pondérer, de les associer, etc. Est-ce que la courbe de progression va être rapide? C'est-à-dire, est-ce que assez vite, je vais pouvoir observer le résultat que ça m'apporte quand je vais passer par les différentes situations pédagogiques qui me permettent d'atteindre les objectifs de formation. Ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. Commencer à prendre en compte en disant, bah, si ça me lise des métacompétences, là, ça veut dire que il va quand même falloir que les gens aient de l'agilité par rapport au sujet qu'on va aborder. Agilité, ça veut dire qu'on va plutôt s'adresser à des gens qui ont la capacité à se motiver par eux-mêmes, à avoir de l'autodidactie. Donc, on va plutôt se situer dans le cadran en haut à droite qu'on avait vu. Est-ce que la courbe de progression est rapide? Oui, la courbe de progression est rapide. Super. Ça veut dire que là, on peut demander à des gens qui n'ont pas forcément une grande motivation et qui n'ont pas forcément envie de se lancer de façon tout seul et prendre en charge la totalité de la formation par eux-mêmes, des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Comme on va avoir une progression rapide possible dans le sujet, alors ça veut dire qu'on peut leur demander de faire des petits efforts successifs par eux-mêmes, sans être fortement encadrés, parce que ils vont avoir tout de suite le résultat, c'est ça qui va apporter la motivation à l'avancement. Oui, c'est ces questions-là qu'il faut se poser quand on commence à chaque étape de la conception d'une formation hybride pour préparer l'étape d'après et concevoir le dispositif qui sera le plus efficient. Alors maintenant que je vous ai donné cette petite explication, en ce qui concerne les objectifs pédagogiques, voilà, j'en ai donné deux pour rappeler comment on définit un objectif pédagogique. Quelles conséquences spécifiques ça peut avoir dans l'hybridation? Et je vous repose la question, c'est donc qu'est-ce que ça va mobiliser comme comportement, comme compétence, comme état d'esprit? Quelles conséquences ça a spécifiquement à l'hybridation sur les objectifs pédagogiques? Et je vais vous demander pour ça de faire une petite séance sur WooClap. Et je vais vous projeter le petit WooClap. Hop. Quelles conséquences spécifiques à l'hybridation il y a quand on définit des objectifs pédagogiques? Et je vous mets dans les questions le lien pour y aller directement sur WooClap. Alors, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Si c'est pas clair, dites-le moi. Et je vous explique. Je vous redonne deux exemples d'objectifs pédagogiques. Hein. C'est être capable de répondre à une demande de compléter la suite, être capable d'identifier une anomalie sûre. Quand on va former les gens pour atteindre ces objectifs pédagogiques, qu'est-ce que ça va mobiliser chez eux? Et c'est ça qu'il faut essayer d'imaginer. Qu'est-ce que ça va mobiliser comme compétences, comme ressources, comme capacité, pour atteindre ces objectifs pédagogiques? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme comportement possible? Et après, on va voir comment on utilise ça dans la conception d'une formation hybride. Alors, perte de repères. Ouais. Alors, apparemment, donc. Exprimer une. Ouais. Oui, c'est juste, je vois Adonia hein, qui demande des explications complémentaires avec plaisir, et Yann qui demandait une reformulation, donc je pense que ce n'est pas totalement clair pour les uns et les autres. Alors, je regarde juste si vous êtes sur la bonne voie, parce que en plus de la formulation, il y aura des exemples.
passer d'un outil à un autre, d'un autre travail, exprimer une aptitude, une compétence vers une métacompétence. Oui, c'est ça, perte de repères, découper les objectifs. Ouais. La question, c'est vraiment quelles conséquences spécifiques à l'hybridation, pour atteindre les objectifs que vous fixez, qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça peut mobiliser comme compétence chez l'apprenant? Non pas comment vous allez vous y prendre, mais quelles compétences ça va mobiliser. Alors, compétences ou situation dans laquelle l'apprenant va se retrouver. Il va falloir qu'il sache gérer son temps. Il va falloir éviter qu'il perde ses repères. L'apprenant va se demander quel est l'intérêt. C'est exactement ça. Voilà, je n'ai pas forcément besoin de reformuler, là, vous me donnez ce que j'attendais. C'est se mettre à la place de l'apprenant et dire, quand je suis en train de définir mes objectifs pédagogiques, et que j'imagine qu'on va utiliser des moyens pédagogiques pour atteindre ces objectifs, des situations dans lesquelles on va placer l'apprenant, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour lui? Est-ce qu'il va avoir besoin d'avoir un esprit de synthèse? Est-ce qu'il va avoir besoin d'être autonome? Est-ce qu'il va avoir à gérer son stress? Voilà, quel est l'intérêt? Est-ce qu'il doit rester concentré? Décrochage, est-ce qu'il va avoir tendance à perdre de la motivation, donc décrocher? Est-ce qu'il va comprendre l'objectif? Ouais, ça, j'y ne pensais pas. Organiser sa journée malgré les événements perturbateurs. Là, ça, c'est plus global, effectivement, à la façon de s'organiser que l'atteinte spécifique d'un objectif. Mais oui, ça reste la gestion du temps, ça reste important. Analyser factuellement les situations, oui, très bien. C'est exactement ces questions-là. Alors, je suis super content que vous avez compris ce qu'il faut se poser comme question. En fait, pourquoi est-ce que je vous amène à vous projeter dans la peau de l'apprenant? C'est que le succès d'une formation et de la conception d'une formation hybride, et pendant que je cause un peu, je vous laisse réfléchir encore, c'est comme vous ne serez pas en permanence en direct avec lui pour l'accompagner dans une formation hybride, il faut anticiper, fermer les yeux et se dire qu'est-ce que je vais lui demander de faire, qu'est-ce qu'il va mobiliser comme compétence, sur quoi je vais essayer de m'appuyer pour atteindre mon objectif pédagogique. Et donc, ça va vous permettre d'anticiper par rapport à réagir quand vous êtes en direct avec lui pendant que vous le formez, anticiper la situation dans laquelle il va se trouver pour que l'activité que vous lui proposez soit la plus évidente et la plus facile à faire pour lui. Alors, bug, pouvez-vous préciser bug? Je ne vois pas trop ce que vous entendez par bug. Oui, c'est pour ça que j'ai demandé à Valérie de préciser parce que je ne comprenais pas. Ouais. Voilà. Et donc là, ce que vous mettez ici, c'est effectivement essayer de se mettre à la place de l'apprenant. Et au moment où on définit les objectifs pédagogiques, se dire dans quelle situation je vais le mettre pour atteindre ces objectifs et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour lui. Comprendre ce qui est demandé comme action, faire preuve de curiosité, faire preuve d'initiative, avoir un accès facile. Super. Je compléterai le support de tout ce que vous mettez là et je le restituerai pour que vous puissiez en avoir. Alors, merci pour ça. Et je vous propose de voir, je mettrai donc ici, dans la petite case vide, tout ce que vous avez mis. Par exemple, les situations pédagogiques ne nécessitent pas d'analyse de réflexion. Vous serez dans cette case-là. Ça veut dire que si vous dites, bon, ça ne nécessitera pas, pour atteindre cet objectif, je ne mobiliserai pas de capacité d'analyse et de réflexion, alors à ce moment-là, je peux plutôt parier sur les stratégies pédagogiques et les modalités qu'on avait classées précédemment, que la semaine dernière, et que je vous ai remis en mémoire, des situations de ce type.
ne mobilise pas de métacompétences et courbe de progression lente. Alors à ce moment-là, on pourra plutôt parier sur les activités qui se trouvent dans cette case-là et je vous ramène à la classification qu'on avait fait précédemment. Voilà, c'est en fonction de ce que vous allez définir au moment où vous concevez les objectifs, voilà ce que ça va avoir comme conséquence par rapport au choix que vous pourrez faire d'activités pédagogiques proposées à l'apprenant dans une situation hybride. Voilà, donc nécessite de combiner des connaissances, compétences, s'appuie sur un processus, mobilise fortement la mémoire. Hein, c'est ce que j'avais anticipé de vos réponses et je les compléterai de ce que vous avez dit. Et voilà, donc on revient sur la même démarche. Moi, je la formalise comme ça, après vous la formalisez de la façon dont vous voulez. Mais à chaque fois qu'on se met à la place de l'apprenant, on dit qu'est-ce qui va se passer pour lui, ben voilà, ça, essayez de classer ça pour vous orienter vers les méthodes, meilleures stratégies pédagogiques. Donc là, quand on en est, par exemple, à la définition des objectifs pédagogiques après avoir défini les objectifs de formation. Tout ça va vous amener finalement à réduire le champ des activités pédagogiques possibles dans une situation hybride, hein, celle qu'on avait eue avec les patates que je vous avais réparties, pour essayer de choisir celles qui sont les plus adaptées. Je vous dis ça parce que ça, c'est une question qu'on nous a posée depuis des années. C'est quand on doit former à ça, est-ce qu'il vaut mieux mettre de la vidéo? Est-ce qu'il faut faire mieux des quiz interactifs? Est-ce qu'il vaut mieux faire une étude de cas, etc. C'est pas tellement en fonction du sujet. Je vous donne une petite indication pour le maîtriser, qu'est-ce qu'il va falloir mobiliser comme compétences, mais il faut descendre beaucoup plus bas en disant quels objectifs pédagogiques et comment j'envisage de les atteindre. Ah oui, si j'envisage de les atteindre comme ça, qu'est-ce que ça mobilise comme compétence chez l'apprenant? OK. Et donc, sur quelle activité, modalité et activité pédagogique je m'appuie pour atteindre l'objectif avec les compétences que j'entends mobiliser chez l'apprenant. Et ça va vous répondre aux questions. C'est est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une vidéo micro-learning? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une classe virtuelle? Est-ce qu'il vaut mieux que... Mais le sujet en lui-même, quand on doit former à un soft skills, un hard skills, comportemental, un sujet technique, c'est pas tellement ça qui va dire quelle bonne modalité utiliser au bon moment dans une formation hybride, c'est plutôt la situation pédagogique dans laquelle vous voulez mettre l'apprenant pour atteindre votre objectif. Cette situation va vous emmener vers des modalités différentes en fonction des compétences qu'il faut mobiliser. Je redonne un exemple. Si vous demandez une étude de cas individuelle à des gens qui n'ont pas beaucoup de capacité d'autodidactie et qui aiment être guidés, il y a peu de chances que ça se passe bien et finalement, il va falloir que vous apportiez de l'accompagnement individuel aux personnes, alors que normalement, une étude de cas, c'est quelque chose qu'on fait tout seul. Donc voilà, c'est un peu de cette démarche. Alors on en est à la première partie. Maintenant, on va objectif de formation, objectif pédagogique. Normalement, on y voit clair sur les buts à atteindre de la formation et on a vu grosso modo ce qu'on allait mobiliser chez les apprenants. Normalement, on descend d'un cran, on se dit bon, allez, il se compose de quoi mon parcours? On commence par quoi, on finit par quoi? Déjà, la question est mal posée. C'est je propose de commencer par quoi? Et j'envisage qu'ils finissent par quoi, puisqu'on a vu que chacun pouvait recomposer, si on donnait liberté totale, hein, encore une fois. Chacun pouvait commencer par ce qu'il voulait et agencer le puzzle dans l'ordre qu'il voulait. Et pour chaque brique, il donnait l'intensité et l'effort qu'il souhaite. Conception d'un parcours. Thème, modalité. Alors là, vous avez compris l'exercice, j'espère. Envisager des régulations possibles à mettre en œuvre dans le parcours de formation, Lucie, ben oui, bien sûr. Je vous redis, un des premiers défis, c'est garder le lien avec les apprenants. Donc ça oblige, et on l'avait déjà vu, à faire des points d'étape, de réguler, d'accompagner. Par exemple, quand on en est à la conception, dans la deuxième, quand on zoome un peu sur le parcours, thème, modalité, alors on va commencer par parler par quoi, ou de quoi on va parler, et dans quel ordre, et comment on va faire pour que les gens atteignent l'objectif pédagogique. Par exemple, dans les thèmes, ça pourrait être classification de produits, analyse des risques, soit stratégie. Je n'ai pas donné des choses très précises parce que je ne connais pas complètement les sujets sur lesquels vous bossez. Et les modalités pédagogiques,
Ça peut être par exemple présentation d'un tableau de classement à 2 entrées, exercice de classification, même, même objectif, mais 2 modalités pédagogiques différentes, analyse de situation, voilà, une autre façon d'aborder cette même problème. Qu'est-ce qu'on peut se dire, je me mets à la place de l'apprenant, et encore une fois, qu'est-ce que ça va mobiliser chez eux pour y arriver? Hop. Je vous demande de faire le petit exercice sur vos claps et de me le dire, maintenant que vous êtes hyper à l'aise. En fonction du thème qui va être abordé, en fonction de la modalité pédagogique, soit j'expose, soit je lui fais faire, soit je lui demande de raisonner, en fonction d'un thème qui est très théorique, un thème qui est très pratique, un thème qui est personnel, un thème qui est générique. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence et qu'est-ce que ça va provoquer chez l'apprenant? Il s'agit du même lien, Philippe? Oui, c'est le même lien. D'accord. Je vous le redonne dans le... Ah, ça vous inspire moins. Hein. Ouais. Vous avez tout donné lors du précédent. Hein. Alors, je veux alors qu'il passe, je vais vous aider un peu. C'est pas très grave si on fait... Ah si, voilà. Cours plus attrayant, convoque un de stratégie et approche pédagogique, compréhension de l'exercice, autonomie, il faut se passer à côté de l'amendement, effectif, etc. Alors, on va se garder un peu plus de temps pour la dernière étape. Je garde un œil sur ce que vous mettez, je reviendrai dessus si... Voilà ce que je vous propose. Donc, le WooClap, vous l'avez fait. Comment est à la réflexion l'enchaînement des thèmes, des sujets dont on va parler et des modalités pédagogiques qu'on va mettre en œuvre? Je vous redonne quelques exemples de thèmes et de modalités telles qu'on pourrait les formuler. Il y en a plein d'autres. Est-ce que ça, par exemple, question à se poser en conséquence pour l'apprenant, ça s'appuie sur un référentiel quelconque ou pas dans le choix du sujet? Est-ce que ça nécessite des échanges? Par exemple, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de normes, il y a pas de... Est-ce qu'il faut en causer pour cerner le sujet? Est-ce que ça implique des compromis? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur le sujet? Il y a des querelles de chapelle, il y a des gens qui font comme ça, puis d'autres qui font comme ça, il y a des autres qui l'appellent comme ça, d'autres qui le définissent comme ça. Voilà. Est-ce que quand on aborde ce sujet, ça mobilise, ça génère chez l'apprenant ce genre de problématiques? Sur les modalités pédagogiques, pour bien comprendre, est-ce que ça s'appuie sur un vocabulaire métier, des acronymes, des trucs comme ça? Ça paraît un détail, mais c'est souvent là-dessus qu'on achoppe. Alors encore une fois, je reviens, quand on est en mettant en opposition les formations hybrides à une formation présentielle magistrale, celle qu'on connaît, hein, l'opposition, c'est pas un qui est mieux que l'autre, hein, mais on peut s'appuyer sur un vocabulaire spécifique sans en donner la définition à chaque fois qu'on utilise un mot, parce qu'on sait très bien que s'il y a quelqu'un qui ne le comprend pas, il va lever la main, il va poser la question. Et quand on est en formation hybride, en général, on n'est pas à côté des gens, je le redis. Et donc, quand on va utiliser un acronyme, il faut systématiquement se poser la question de dire, est-ce que je suis sûr que tout le monde va le comprendre? Bah non, ah bon, bah alors, il faut que j'inclue dans mon activité pédagogique la définition de l'acronyme, c'est sûr, parce que sinon, dès que je l'utilise une première fois, j'ai perdu les gens. Est-ce que ça nécessite la connaissance la compréhension d'une notion abstraite? C'est-à-dire quelque chose que je ne peux pas représenter, quelque chose que je peux décrire, mais que je ne peux pas représenter, et il va falloir que les gens soient capables de se le représenter par eux-mêmes. Est-ce que ça nécessite une expérience sectorielle? Est-ce que les gens, il faut qu'ils aient déjà pratiqué des activités sur le même sujet pour, pour qu'ils soient capables de faire celles que je leur demande? Vous voyez, c'est ces questions-là qu'il faut se poser à chaque fois qu'on va concevoir là précisément une modalité pédagogique pour le présentiel, pour les formations hybrides. Et j'ai vu que vous m'aviez rajouté des petites choses, individuer, c'est bon pour la planète,
cours plus attrayants, les modalités pédagogiques, voilà. Diversifier les approches, les méthodes et les stratégies. C'est exactement ces questions-là qu'il faut se poser et de se dire qu'est-ce que je vais demander à l'apprenant, qu'est-ce que ça a comme conséquence. On va aborder plus rapidement la dernière partie, parce qu'il y a moins de choses à dire et c'est plus simple. Les deux premières étapes sont assez clés. Hein. Ça paraît peut-être une perte de temps parce qu'on n'est pas encore dans le concret de ce qu'on va faire dans le parcours, mais j'essaie de vous faire comprendre que c'est essentiel de se poser ces questions-là, parce que sinon, on ne va parler que de contenu et d'outils. Et concevoir une formation, c'est vraiment pas son contenu et ses outils, c'est d'autant plus dans une formation hybride, qu'est-ce que je fais faire à l'apprenant pour atteindre les objectifs que j'ai définis. Parler d'eux avec une vidéo, montrer un truc, évaluer avec un quiz, c'est pas ça les questions à se poser quand on construit une formation. Là, on en est concrètement comment je produis le parcours. Scénario, est-ce que je vais faire du storytelling? Est-ce que je vais faire une simulation? Est-ce que je vais proposer aux apprenants de faire la co-construction? Ok, avec quel moyen outil? Ah, ben, je le fais avec des vidéos interactives, je vais m'appuyer sur les classes virtuelles, je vais faire des exercices en sous-groupe. Qu'est-ce que ça a comme conséquences spécifiques à l'hybridation? On va passer vite. Voilà ce que je vous propose. Comme, encore une fois, effort d'empathie et d'imagination en se mettant à la place de l'apprenant. Est-ce que parler de ça, ça a une dépendance par rapport à ce qui a été vu avant et ce qui sera vu après? Ou ce que j'aimerais qu'il voit avant, ce qu'il voit après? Ça veut dire que si on doit le rendre indépendant et donner de la liberté, peut-être à ce moment-là, refaire une introduction sur les prérequis et faire vraiment une conclusion sur l'activité. Sinon, si j'impose un déroulement, je n'ai pas besoin de redire ce qu'ils ont vu avant, je sais forcément qu'ils viendront de là, et je n'ai pas besoin de parler de ce qu'ils vont voir après, je sais forcément qu'ils vont y aller. Est-ce que ça va nécessiter des interactions avec les autres? Oui, bon, bah alors forcément, il faut que j'aille sur des activités où il y a des interactions asynchrones possibles, ou à minima, et synchrones si possible. Est-ce que je vais avoir, par rapport au choix que j'ai fait, de matériel spécifique? Si par exemple je mets des vidéos, je veux que les gens aient des casques. Parce qu'on ne met pas son ordi à fond dans un bureau partagé, par exemple, dans un open space. Est-ce que ça nécessite de maîtriser des outils? Si par exemple je leur demande de faire un Padlet, utiliser des outils pour faire un tableau blanc virtuel, bon, bah, y a des gens qui ne savent pas le faire et c'est pas la peine de leur demander une activité de ce type. Voilà, c'est tout ça qui va amener à concevoir un parcours. Et à la fin, il faut que vous regardiez tout ça dans sa globalité et que vous dites, bon, est-ce que c'est homogène, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça... Et revenir pour faire des ajustements sur les activités que vous proposez, l'intensité, les capacités que vous mobilisez pour que ça soit trop orienté vers un type de population et pas un autre, que ça soit trop spécifique par rapport à j'utilise trop de vidéos, que ça mobilise trop d'interactions entre les gens, parce que si c'est des activités qui nécessitent des interactions et que vous êtes manque de bol sur un groupe où il y a trop peu de participants, il ne va rien se passer. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous refassiez une vision de l'ensemble pour donner de la cohérence et du rythme et de la diversité à votre parcours hybride. Voilà les étapes par lesquelles vous devez passer. Il n'y a pas de prochaine session. C'est fini. Moi, j'ai trouvé ça super de faire ça avec vous. Il y a le service après-vente. Si vous avez des questions, je vous donne mon email. Je prends aucun risque à vous donner mon email parce que je n'ai jamais de questions. Mais voilà, je vous invite à m'en poser si vous en aviez. Moi, je vous remercie d'avoir été présent. J'ai beaucoup aimé à animer avec vous, et même si on a échangé avec des moyens réduits, les échanges étaient très intéressants, et je laisse à Sylvie le mot de la fin. Merci Philippe. Alors j'ai trouvé ce dernier webinaire finalement un petit peu bousculant, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on conçoit, à souvent aller sur le contenu, je dirais la chose à transmettre. Sauf que là, c'est plutôt comment on transmet, un focus sur l'apprenant, sur ses besoins.
de quoi il va avoir besoin et que finalement, en s'intéressant à ses besoins et à ses ressources, on crée le parcours. Enfin, intuitivement, il va y avoir un parcours qui va se mettre en place. Et ce n'est pas du tout la façon habituelle de faire. Donc voilà, merci pour cet éclairage. J'avoue que je ne conçois pas de formation à distance, mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si je reformule correctement, si j'ai bien compris C'est exactement ça. le message. Bah, super, voilà, je peux m'y mettre alors dès demain. Merci Philippe. Merci à tous. Merci pour votre participation. On a vraiment passé un très bon moment en votre compagnie. On a cherché donc à apporter une sensibilisation. Le C2RP n'a pas une vocation d'être organisme de formation, mais bien de sensibiliser les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle à cette digitalisation. Amener une réflexion sur les questions à se poser pour justement demain être prêt, peut-être avoir un pied de côté par rapport à ses propres pratiques si déjà vous mettez en place, ou pour ceux qui débutent, ben voilà, d'essayer d'avoir quelques réflexes pour mettre en place des actions de formation à distance. Voilà, donc c'était 10 webinaires, pardon, il y a eu 1500 inscriptions à peu près sur l'ensemble du cycle. Les replays sont bientôt disponibles. Et puis, un petit focus, donc le 29 novembre de 10 à 12, l'intelligence artificielle dans la formation. Voilà, c'est aussi une façon de continuer un petit peu cette exploration du monde digital dans la formation. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi et puis à bientôt au C2RP via le C2 Actu, via notre site. Bref, toutes les actus, tous les événements que le C2RP peut mettre en œuvre. Merci beaucoup Philippe pour cet accompagnement de nos publics. On est ravis de vous avoir accueillis donc, au C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.